En plus d'être un acteur et réalisateur à succès, Rob Reiner nous a tragiquement quittés en 2025. Cette vidéo vous dévoilera la vie de cet artiste. Dans son immense demeure, tout semblait parfait, mais ce qui se déroulait derrière ses portes allait avoir des répercussions bien au-delà du monde du cinéma. Lors d'une opération soudaine et rigoureusement contrôlée, des agents du FBI ont pénétré dans la propriété, s'attendant à une procédure de routine. Ce qu'ils y ont découvert les a glacés. Comment une chose aussi troublante a-t-elle pu exister dans un lieu associé à la célébrité? Et pourquoi une grande partie de ce qui a été trouvé n'a-t-elle jamais été pleinement expliquée? Suivez-nous pour découvrir la découverte choquante faite par le FBI dans le manoir de Rob Reiner. Découverte macabre au domicile de Rob Reiner. La cause tragique du décès de Rob Reiner et de son épouse, Michelle Reiner, a été officiellement confirmée suite à la comparution de leur fils, Nick Reiner, devant le tribunal dans le cadre de cette affaire de double meurtre. Selon le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, le couple est décédé des suites de multiples blessures par arme blanche. Les archives publiques ont révélé que le légendaire réalisateur hollywoodien et son épouse photographe ont été retrouvés morts un dimanche, le jour même où le FBI a découvert leur corps dans leur luxueuse demeure d'une valeur de 13,5 millions de dollars. Les deux décès ont été formellement qualifiés d'homicide, le lieu du décès étant leur domicile. Les autorités ont également confirmé que les corps ont été préparés pour la restitution des corps. Nick Reiner a été arrêté plus tard ce même dimanche et inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour le meurtre de son père, âge de 78 ans, et de sa mère, âgée de 70 ans. Le procureur a retenu des circonstances aggravantes, notamment les meurtres multiples et l'utilisation d'une arme dangereuse, un couteau. S'il est reconnu coupable, Nick encourt la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou, dans le pire des cas, la peine de mort. L'homme de 32 ans a comparu brièvement devant le tribunal mercredi, portant un gilet anti-suicide. Lors de l'audience, il n'a pas plaidé coupable. Son avocat, Alan Jackson, avocat de Raynham, a demandé un report de la procédure, expliquant au juge qu'il avait besoin de plus de temps pour préparer sa défense. Lorsque le juge a demandé directement à Nick s'il acceptait le report de sa comparution, Nick a répondu calmement « Oui, votre honneur ». En conséquence, la comparution a été reportée au 7 janvier et Nick a été placé en détention provisoire. Après l'audience, Jackson s'est adressé aux journalistes et a exhorté le public à ne pas se tirer de conclusions hâtives. C'est une tragédie bouleversante qui frappe la famille Reiner, a déclaré Jackson. Il a souligné que l'affaire soulève des questions extrêmement graves et complexes qui doivent être traitées avec soin et rigueur. Il a également demandé que la justice puisse suivre son cours normal, sans jugement hâtif. Peu après l'audience, Romy et Jake, les autres enfants de Rob et Michelle Reiner, ont publié un communiqué poignant évoquant la perte déchirante de leurs parents. Les mots ne suffisent pas à décrire la douleur inimaginable que nous ressentons à chaque instant, ont-ils déclaré. La disparition tragique et dévastatrice de nos parents, Rob et Michelle Reiner, est une épreuve que personne ne devrait jamais avoir à endurer. Ils ont décrit leurs parents non seulement comme une mère et un père aimants, mais aussi comme leurs amis les plus proches. Les 2 frères et sœurs ont également d'exprimer leur gratitude pour le soutien, les condoléances et la gentillesse immense qu'ils ont reçue de leur famille, de leurs amis et de personnes du monde entier. Romy et Jake ont demandé au public de respecter leur vie privée pendant cette période douloureuse et ont exhorté chacun à aborder toute spéculation avec compassion et humanité. Ils ont ajouté souhaiter que leur père, véritable légende d'Hollywood, et leur mère, photographe accompli et respecté, soient honorés pour leurs vies exceptionnelles et l'amour profond qu'ils ont partagé. Le couple a été retrouvé mort dimanche après-midi, après que Romy a été contacté par une masseuse arrivée à la villa mais n'ayant pu y entrer. Une source proche de l'enquête a ensuite confié au Daily Mail que les 2 victimes avaient eu la gorge tranchée et avaient été tuées dans leur lit. Un développement troublant. De nouvelles photos obtenues par le Daily Mail montreraient la chambre d'hôtel où Nick a séjourné, maculée de sang après les meurtres brutaux. Selon les enquêteurs, le fils du couple a pris une chambre, la 207, au Pierside Santa Monica vers 4 heures du matin dimanche. Y avait-il un désaccord entre Nick et ses parents? L'enquête le confirmera. Nick a rapporté une altercation avec ses parents.
L'hôtel où il avait choisi de séjourner n'était pas un motel miteux en bord de route, mais un élégant hôtel-boutique proposant des chambres à environ 400 $ la nuit, situé à seulement 300 mètres de la célèbre jetée de Santa Monica. L'hôtel se trouvait à seulement 5 minutes à pied de la ligne de métro de Los Angeles, qui dessert directement le quartier d'Exposition Park. C'est le même itinéraire que Nick emprunterait plus tard avant d'être arrêté par la police. À l'époque, cependant, rien dans son séjour ne sembla anormal aux yeux des clients ou du personnel, du moins en apparence. Cette image paisible a volé en éclats dimanche matin lorsque des employés de l'hôtel sont entrés dans la chambre de Nick pour prendre de ses nouvelles. Ils ont alors découvert une scène d'horreur. Selon les témoignages, la douche de la chambre était remplie de sang. Le problème ne se limitait pas à une seule zone. Du sang était également présent sur le lit, transformant un lieu qui aurait dû être propre et paisible en un véritable cauchemar. Pour le personnel, qui ne faisait que son travail, la découverte fut profondément choquante et suscita immédiatement de vives inquiétudes. Au fur et à mesure que les enquêteurs reconstituaient les lieux, des détails troublants sont apparus. Lorsque les détectives sont arrivés à l'hôtel lundi pour recueillir des preuves, ils ont remarqué quelque chose d'étrange concernant les fenêtres de la chambre. Au lieu d'être ouvertes ou découvertes, elles étaient entièrement recouvertes de draps. Ce comportement inhabituel pour l'hôtel a immédiatement attiré l'attention des forces de l'ordre. Pour les enquêteurs, cela laissait supposer une tentative d'occulter la lumière, de dissimuler des activités ou de créer un isolement du monde extérieur. Au moment des faits, Nick ne vivait pas en permanence chez ses parents, à leur domicile principal. Il logeait en réalité dans la dépendance de l'immense demeure de ses parents, d'une valeur de 13,5 millions de dollars, située à Brentwood, une banlieue huppée de Los Angeles. Ce quartier est réputé pour ses rues calmes, son intimité et ses résidences célèbres. De l'extérieur, la famille Rainer semblait mener une vie de confort et de réussite. Cependant, l'inquiétude grandissait. Des sources proches de la famille ont révélé que le réalisateur hollywoodien était de plus en plus préoccupé par le bien-être de son fils. Nick aurait eu un long et douloureux passé marqué par la toxicomanie et des crises de nerfs à répétition. Ces difficultés avaient suscité de vives inquiétudes chez ses parents qui craignaient que son état ne s'aggrave. Samedi soir, la famille assistait à une réception où se trouvaient de nombreuses personnalités. Au lieu de s'amuser, Rainer aurait emmené Nick précisément pour veiller sur lui. Il ne s'agissait pas d'une simple sortie, c'était un acte de sollicitude, motivé par la crainte d'un parent qu'il arrive quelque chose de grave si Nick était laissé seul. La fête elle-même était un événement mondain, animé par Conan O'Brien, star du talk show. La réunion se voulait festive et joyeuse, emplie de rires, de conversations et de l'esprit des fêtes. Mais la présence de Nick aurait perturbé l'atmosphère. Plusieurs invités se seraient sentis mal à l'aise en sa présence, percevant une tension et une imprévisibilité dans son comportement. Au cours de la soirée, la situation se serait envenimée. Nick s'est emporté contre l'humoriste Bill Hader. La situation a fini par dégénérer. La tension était telle que Rainer et sa femme décidèrent de quitter la fête plus tôt avec leur fils. À quoi ressemblaient les débuts modestes de Rainer? A-t-il rencontré des obstacles? Examinons cela de plus près. Les débuts et les défis de Rob Reiner. Rob Reiner est né le 6 mars 1947 dans le Bronx, un quartier animé de New York. À l'époque, ce quartier était bruyant, surpeuplé et marqué par les difficultés du quotidien, bien loin du monde glamour d'Hollywood qui allait le rendre célèbre. Dès son plus jeune âge, Rob a baigné dans l'univers du spectacle. Mais cela ne signifiait pas pour autant que son enfance avait été facile ou insouciante. Sa famille était profondément ancrée dans le monde du spectacle, ce qui lui apportait à la fois des opportunités et des pressions. Son père, Carl Reiner, était déjà une figure incontournable de la comédie. Il a écrit pour l'émission Your Show of Shows de Sid Caesar et a ensuite créé la sitcom légendaire The Dick Van Dyke Show. Carl n'était pas seulement un artiste à succès, il était aussi admiré et respecté dans tout le milieu. La mère de Rob, Estelle Reiner, était également artiste. Elle était chanteuse et actrice, dotée d'un esprit vif et d'une présence chaleureuse. Des décennies plus tard, elle deviendrait inoubliable pour le public grâce à sa réplique culte. « Je prendrai la même chose qu'elle. » Dans Quand Harry rencontre Sally. Grandir dans cette famille, c'était baigner dans la créativité au quotidien. Les réunions de famille n'étaient pas de simples dîners. Des légendes de la comédie comme Mel Brooks et Norman Lear y faisaient souvent une apparition, emplissant la maison de rires, d'anecdotes et de leur personnalité haute en couleur. Pour le jeune Rob, cette immersion était à la fois source d'inspiration et d'intimidation.
Quand tout le monde autour de vous est brillant, la pression de se hisser à ce niveau peut devenir insupportable. À 13 ans, Rob et sa famille ont déménagé de New York à Los Angeles. Ce changement a été un véritable choc. Il fut brutalement arraché à son univers familier de la côte Est et plongé dans le milieu ultra-compétitif de la Californie du Sud. Recommencer à zéro ne fut pas chose facile. Il dut s'adapter à de nouvelles écoles, de nouvelles personnes et une nouvelle culture, tout en cherchant sa voie et sa place. La famille a joué un rôle primordial dans le développement de la force de Rob durant ces années. Carl Reiner était bien plus qu'un père célèbre. Il était un mentor et un guide. Il encouragea Rob à observer attentivement, à écouter attentivement et à comprendre les rouages de la comédie et de l'art de raconter des histoires. Carl lui enseigna l'importance du timing, de la patience et de la persévérance, tout en lui rappelant que le succès dans le monde du spectacle n'était jamais garanti. Estelle, quant à elle, lui apporte un équilibre émotionnel. Elle croyait en l'authenticité et en la simplicité, même dans un milieu obsédé par l'image et la célébrité. Son honnêteté a aidé Rob à comprendre l'importance d'être lui-même. Pourtant, grandir dans l'ombre d'un père lauréat d'un Emmy Award n'était pas chose facile. Les comparaisons le poursuivaient sans cesse. Quoi qu'il fasse, on le voyait d'abord comme le fils de Carl Reiner. Ce poids invisible donnait à chaque petit échec une ampleur démesurée, et chaque succès lui paraissait d'autant plus difficile à revendiquer. Adolescent durant les années 1960, une décennie tumultueuse, Rob dut également faire face aux défis plus généraux de sa génération. La loterie de la conscription pour la guerre du Vietnam pesait lourdement sur les jeunes hommes de l'époque, engendrant une peur et une incertitude constantes. Bien que Rob ait échappé au service militaire grâce à un sursis d'études pendant ses études à l'UCLA, le stress ne le quitta jamais complètement. Sur le plan personnel, Rob était en proie à un profond manque de confiance en lui. Ses premières auditions d'acteur furent difficiles et le rejet devint une expérience familière. Il rejoignit des troupes d'improvisation théâtrale, espérant trouver sa voie, mais se sentait souvent éclipsé par des artistes plus extravertis et plus sûrs d'eux. Ces moments le laissèrent un sentiment d'isolement et de frustration. Plus tard, lorsqu'il tenta d'écrire des sketchs humoristiques, les critiques lui dirent que son travail ressemblait trop à celui de son père. Cette critique le blessa profondément et le plongea dans une période de remise en question créative, où il s'interrogea sur son originalité et son avenir. Comment Rob Reiner est-il devenu une star? Découvrons-le. Le parcours de Rob Reiner. Au début des années 1960, Reiner faisait encore ses premiers pas dans le monde du spectacle. Durant cette période, il travailla comme stagiaire et apprenti au Bucks County Playhouse de New Hope, en Pennsylvanie, un théâtre renommé qui a contribué à former de nombreux jeunes artistes. Cette expérience pratique lui permit d'acquérir une connaissance approfondie du jeu d'acteur, de la discipline scénique et de l'art narratif. L'une de ses toutes premières apparitions à l'écran eut lieu peu après. Il fut crédité sous le nom de Robert Reiner pour un petit rôle muet, celui de Thomas, un cowboy, dans un épisode de la 5e saison de la série télévisée Wagon Train. Cet épisode, intitulé The Lieutenant Burton Story, mettait en vedette Dean Jones et fut diffusé le 27 février 1962. Bien que mineur et sans dialogue, ce rôle marqua une étape importante dans les débuts de la carrière de Reiner et le fit connaître officiellement au public national. À la fin des années 1960, Reiner trouvait régulièrement du travail à la télévision, apparaissant souvent dans des petits rôles ou des figurations dans des émissions populaires de l'époque. Parmi celles-ci figuraient des séries célèbres comme Batman, That Girl, The Andy Griffith Show, Room 222, Gomer Pyle, USMC at the Beverly Hillbillies. Bien qu'aucun de ces rôles ne l'ait rendu célèbre à ce moment-là, ils lui ont permis d'acquérir de l'expérience et de se faire connaître. Durant cette même période, il a également joué dans plusieurs films, notamment des productions réalisées par son père, comme Where's Papa, sorti en 1970. Parallèlement, Reiner commençait à explorer un autre aspect du divertissement, l'écriture. En 1968 et 1969, il a débuté sa carrière de scénariste pour la télévision en rejoignant l'équipe du Smothers Brothers Comedy Hour. Là-bas, il travailla en étroite collaboration avec Steve Martin, son partenaire d'écriture. Cette expérience aiguisa son sens comique et lui offrit une précieuse compréhension des coulisses de la création des comédies télévisées. 2 ans plus tard seulement, la carrière de Reiner prit un tournant décisif lorsqu'il décrocha le rôle qui allait le rendre célèbre.
Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Michael Stivic, le gendre franc et libéral d'Archie Bunker, dans la sitcom culte de Norman Lear, All in the Family. Diffusée pour la première fois au début des années 1970, la série était une adaptation de la série britannique Till Death Us Do Part, de 1971 à 1976. All in the Family a dominé la télévision américaine et a conservé le titre d'émission la plus regardée aux États-Unis pendant 5 saisons consécutives. Le personnage de Reiner était souvent la cible de moqueries et d'insultes de la part d'Archie Bunker, qu'il avait surnommé « tête de viande ». Ce surnom est devenu si indissociable de Reiner qu'il l'a suivi longtemps, après son départ de la série et même après sa réussite en tant que réalisateur. Reiner a un jour plaisanté sur cette étiquette tenace en disant que même s'il remportait un prix Nobel, les gros titres annonceraient toujours « Tête de viande remporte le prix Nobel ». Son interprétation dans la série lui valut une reconnaissance considérable. Reiner remporta 12 Emmy Awards, reçut 3 autres nominations aux Emmy Awards et fut nommé 5 fois aux Golden Globes, confirmant ainsi son statut d'acteur talentueux et respecté. En octobre 1971, alors qu'il écrivait encore le scénario à succès de All in the Family, Reiner fit une apparition dans un épisode de The Partridge Family. L'année suivante, en 1972, il s'associa à Phil Mishkin et Jerry Eisenberg pour créer une nouvelle sitcom intitulée The Super pour ABC. La série, avec Richard S. Castellano dans le rôle principal, racontait la vie stressante et souvent humoristique d'un concierge italo-américain à New York. Bien que la série n'ait duré qu'une saison durant l'été 1972, elle témoigna de l'intérêt croissant de Reiner pour la production et la création de contenu télévisuel. Après cette période, Reiner s'est progressivement tourné vers le cinéma. Des décennies plus tard, il a cependant fait son retour à la télévision avec un rôle récurrent dans la série New Girl de 2012 à 2018. Dès les années 1980, Reiner s'est imposé comme un réalisateur de cinéma à succès, explorant de nombreux genres. Ses premiers films en tant que réalisateur sont rapidement devenus cultes. Parmi ceux-ci figure le faux documentaire sur le groupe de rock This is Spinal Tap en 1984, le poignant drame initiatique Stand By Me en 1986 et la comédie fantastique à succès The Princess Bride en 1987. Durant cette période, il a fréquemment collaboré avec le monteur Robert Layton, également connu pour son travail avec le réalisateur et acteur Christopher Guest. Par le biais de sa société de production, Castle Rock Entertainment, Reiner a réalisé plusieurs films qui ont rencontré un vif succès critique et commercial. Parmi eux, la comédie romantique Quand Harry rencontre Sally, sortie en 1989, est souvent considérée comme l'une des plus grandes comédies romantiques de tous les temps. Il a ensuite réalisé le thriller psychologique intense Misery en 1990, film qui a valu à Kathy Bates l'Oscar de la meilleure actrice. Son plus grand succès commercial fut le drame judiciaire militaire Des hommes d'honneur, A Few Good Men, sorti en 1992 et nommé à l'Oscar du meilleur film. Les années suivantes, Reiner continua de réaliser des films remarquables, dont le drame romantique politique Le Président et Miss Wade, The Missing President, en 1995, le drame judiciaire Les fantômes du Mississippi, Ghosts of Mississippi, en 1996 et la comédie inspirante The Bucket List, en 2007. En 2015, il réalisa Being Charlie, un film semi-autobiographique coécrit avec son fils Nick, mêlant thèmes personnels et fiction. Parallèlement à sa carrière de réalisateur, Reiner n'a jamais cessé de jouer la comédie. Il a tenu des rôles secondaires dans de nombreux films et séries télévisées, tels que Jeter maman du train en 1987, Nuit blanche en 1993, Coup de feu sur Broadway en 1994, Le Club des Ex en 1996, Primary Colors en 1998, EDTV en 1999 et Le Loup de Wall Street en 2013. Il a également fait des apparitions mémorables dans ses propres films, notamment dans le rôle du faux documentariste Marty DeBurge dans This is Spinal Tap. Parmi les autres rôles qu'il a tenus en tant que réalisateur, on peut citer The Story of Us en 1999, Alex and Emma en 2000, et un rôle secondaire important dans le drame Shock and Awe 2017, centré sur le journalisme.
Reiner a même joué avec son image publique en faisant des apparitions dans des projets comme Dickie Roberts, Former Child Star en 2003 et Trent Rock en 2010. En novembre 2023, il s'est associé à la journaliste Soledad O'Brien pour lancer une série de podcasts en 10 épisodes intitulés Who Killed JFK, explorant l'un des événements les plus controversés de l'histoire américaine. Le mois suivant, en décembre 2023, il a ouvert l'émission spéciale de CBS en primetime, Dick Van Dyke, 90 Wet Years of Magic, par un hommage émouvant et une conversation célébrant la carrière légendaire de Dick Van Dyke. Le dernier film de Reiner, Spinal Tap 2, The End Continues, est sorti en 2025, 3 mois seulement avant sa mort, bouclant ainsi la boucle de sa longue et influente carrière en le ramenant à l'une de ses créations les plus emblématiques. Quelle était la vie privée de Reiner? Découvrons-le. La vie personnelle de Rob Reiner. La vie personnelle de Rob Reiner a été marquée par de profonds amours, des bouleversements majeurs et des épreuves douloureuses. En 1971, il a épousé l'actrice et réalisatrice Penny Marshall. Leur union a réuni 2 esprits créatifs à une époque exaltante pour Hollywood. Plus tard, Rob adopte Tracy Reiner, la fille de Penny issue de son précédent mariage avec Michael Henry, et s'investit pleinement dans son rôle de père. Tracy deviendra elle-même actrice. Cependant, malgré des débuts prometteurs, le mariage de Rob et de Penny prit fin et ils divorcèrent en 1981. Des années plus tard, alors que Rob réalisait la comédie romantique devenue culte, quand Harry rencontre Sally, sa vie prit un tournant important. Durant le tournage, il rencontra la photographe Michelle Singer. Leur connexion fut immédiate et profonde. En réalité, leur conversation et le lien qui s'est tissé entre eux ont influencé les choix artistiques de Rob, notamment sa décision de modifier la fin originale du film. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre professionnelle s'est rapidement transformé en une relation bien plus profonde, et les deux se sont mariés en 1989. Ensemble, ils ont fondé une famille unie et ont eu 3 enfants, 2 garçons, Jake et Nick, et d'une fille, Romy. Au-delà de leur vie de famille, Rob et Michelle étaient profondément engagés auprès des enfants et des parents. En 1997, ils ont fondé la fondation I Am Your Child, une organisation visant à sensibiliser le public à l'importance des premières années de l'enfant pour son développement futur. Plus tard, en 2004, ils ont lancé Parents Action for Children, une association à but non lucratif poursuivant une double mission. L'organisation s'efforçait d'éduquer les parents grâce à des vidéos animées par des célébrités, tout en militant pour de meilleures politiques publiques soutenant les familles et le développement de la petite enfance. Leurs efforts reflétaient leur conviction qu'une éducation parentale solide et des soins attentifs dès le plus jeune âge pouvaient façonner toute une génération. Évoquant sa foi et son éducation, Rob expliqua que sa famille d'enfance n'était pas strictement juive, même s'il avait participé à une cérémonie de bar mitzvah. Son père, Carl Reiner, est devenu athée après avoir été témoin des horreurs d'Hitler et de l'Holocauste, une expérience qui a profondément marqué ses convictions. Rob s'est lui-même déclaré athée publiquement lors de son passage dans l'émission Real Time with Bill Maher, le 13 janvier 2012. Au fil du temps, il a confié que, tout en rejetant les religions organisées, il se sentait attiré par les idées bouddhistes, notamment la compassion et la pleine conscience. Dans une interview accordée à Piers Morgan en septembre 2025, Rob a décrit ses convictions de manière plus personnelle, expliquant qu'il était juif, qu'il croyait aux enseignements de Jésus, qu'il accordait une grande importance au pardon et qu'il vivait selon le principe de traiter les autres comme il aurait souhaité être traité. Les enfants de Rob et Michelle ont chacun suivi leur propre voie. Leur fils aîné, Jake, s'est lancé dans la réalisation de films et a également travaillé comme journaliste à Houston, au Texas. Leur deuxième fils, Nick, a connu de graves difficultés dès son plus jeune âge et a intégré un centre de désintoxication à seulement 14 ans. Il a passé de nombreuses années à faire des allers-retours en cure de désintoxication pour lutter contre sa dépendance. Laura Benjamin, Romy, s'est lancée dans une carrière de réalisatrice et entretenait une relation particulièrement étroite avec ses 2 parents. Ce lien a rendu la tragédie d'autant plus dévastatrice que c'est Romy qui a découvert le corps de son père dans leur maison de Brentwood, peu après le meurtre, un moment qui a bouleversé sa vie à jamais. Alors, que pensez-vous de la découverte choquante du FBI dans la demeure de Rob Reiner? Partagez vos impressions dans les commentaires.